Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci de nous préférer pour suivre l'actualité au plan national et international. Nous sommes le 2 février 2018. On va d'abord vous servir la revue d'une des journaux, l'essentiel de l'actualité décryptée dans les colonnes des canards, paru et parvenu à notre rédaction qui nous sera présentée par Maury Agua, déjà sur ce plateau. Bonjour Maury. Bonjour Tranquille Akad Benotin, bonjour aux téléspectateurs du DNTV et aux auditeurs du Diaspora. C'est un collier magique que vous avez mis ou un collier artistique? Bon, c'est un collier artistique voilà, qui m'a été offert par un ami. D'accord, très bien. Alors, en face de vous, Laurent Roland Tonenkes pour nous présenter le bulletin de l'information en images. Bonjour Roland. Bonjour Tranquille Akad Benotin, bonjour à nos auditeurs de Diaspora FM et téléspectateurs de DNTV. Je suppose que votre chapeau aussi est artistique. Bon, artistique, oui, c'est tellement pour la beauté. Pour la beauté de votre tenue. En tout cas, ça va très bien. Voici la revue des journaux, l'essentiel des sujets décryptés dans les colonnes des canards. Nous démarrons la une des journaux de ce vendredi 2 février 2018 par la dépêche. La dépêche qui titre à sa une « Animation de la vie politique nationale ». Les FCBE en congrès ordinaire les 10 et 11 février 2018 à Parakou. Le gouvernement perd 114 milliards de financement pour mauvaise gestion et c'est allié à la une de la dépêche. La BID boude le Bénin. Toujours à la une de la dépêche, on peut lire climat des affaires et politique au Bénin. Le redressement fiscal de 167 milliards de francs CFA, initialement notifié à Sébastien Ajavon, est en passe de lui être entièrement imputé malgré les preuves fournies et à bonne date par l'homme d'affaires. Nous allons passer à la une du quotidien Le Potentiel. Le Potentiel qui titre en manchette « Rencontre syndicats, gouvernement, le dialogue allié de talons, la tension sociale en chute ». On peut toujours lire à la une de ce quotidien Le Potentiel, réalisation du projet de contournement nord-est de Cotonou sous la rupture. Talon entre bientôt dans l'histoire avec le démarrage des travaux. Nous restons à la une du quotidien Le Potentiel qui titre « Remboursement des dettes dues au FNPEJ » annoncé en octobre 2017 par le gouvernement. Temps de grâce terminé, insomnie pour les débiteurs insolvables. Nous passons à la une de la Nouvelle Tribune. La Nouvelle Tribune qui titre « Négociation gouvernement-syndicat », la CSTB menace de poursuivre la grève. Elle dénonce la mauvaise foi du gouvernement. Matin Libre qui titre à sa une « K. Trépo et directeur d'école sauté pour faire de grève, la réhabilitation casse-tête pour le gouvernement ». K. Trépo et directeur d'école sauté pour faire de grève, la réhabilitation casse-tête pour le gouvernement. On reste à la une du Matin Libre qui titre également « Talon rencontre les syndicats mardi ». Il mentionne à sa une, bien sûr, Talon rencontre les syndicats mardi. On reste toujours à la une du quotidien Matin Libre, répliquant aux accusations de mauvaise gestion des ressources humaines du Parlement, la question Sambourbe. Répliquant aux accusations de mauvaise gestion des ressources humaines du Parlement, la question Sambourbe. On passe à présent à la une du quotidien Le Matinal. Parc national de la Pandjari, l'afflux des partenaires donne raison à Talon. Affaire mauvaise gestion financière au Parlement, Houdé et Yerouetomé désavouent à Rossi. Nous passons à présent au quotidien Le Challenge. Le Challenge titre en manchette « Évasion fiscale massive au Bénin ». Les derniers rebondissements n'arrangent pas le magma de la volaille. Le maya de la volaille.
évasion fiscale massive au Bénin, les derniers rebondissements n'arrangent pas le maya de la volaille. Performance des joueurs béninois évoluant à l'extérieur, toujours à lire à la une du quotidien Le Challenge. Stéphane Sessegnon démarre en force à Gençlerbirliği en Turquie. C'est un nom difficile à lire. Et puis, travaux d'éclairage public des grandes villes, le PAG donne les premiers signaux à Cotonou, Zongo, Godomé et autres se libèrent de l'emprise des délinquants. Bénin intelligent, titre à sa une supposée mauvaise gestion financière à l'Assemblée nationale, Intox. Houdé relève les comptes vérités de Ahossi et blanchit le président Mbedji. On peut lire toujours à la une de Bénin intelligent, coopération ANCB, AIMF, riche échange entre Lucas Tropo et Pierre Baillet. Boucle ferroviaire Bénin-Niger à lire à la une du journal Bénin intelligent, boucle ferroviaire Bénin-Niger. Samuel Dessous reçoit carte blanche. C'est à lire dans les colonnes de Bénin intelligent à la page 2. Le Béninois libéré qui met en manchette propos de Basile Ahossi sur Canal 3 dimanche dernier, les clarifications de Houdé. Soleil levant à présent qui titre à la une négociation gouvernement central syndical, l'ordre du jour autour de 8 points dont l'augmentation des salaires des travailleurs. Ministère de l'énergie, toujours à la une du Soleil levant, on peut lire Ministère de l'énergie, Jean-Claude Oussou lance son budget de gestion 2018. Redressement fiscaux contre commande SA, le maya de la volaille Sébastien Ajavon, rattrapé par les faits. C'est une question que Soleil levant se pose à sa une. Redressement fiscaux contre commande SA, le maya de la volaille Sébastien Ajavon, rattrapé par les faits. En fait, à la une du Soleil levant, poursuivi pour outrage au chef de l'État, le CA de Golodjigbe devant le tribunal le 28 février prochain. Info Plus, titre à sa une, redressement fiscal de 157 milliards contre le roi de la volaille. Les faits se rapprochent de Sébastien Ajavon. Vie des médias, le CNPA outille les patrons de presse du Septentrion sur la gestion des ressources humaines. Tranquille à Kad Benotin, nous allons finir par le quotidien Nord-Sud quotidien qui titre à sa une autonomisation énergétique. Talon tient une promesse faite devant le Parlement. Autonomisation énergétique. Talon tient une promesse faite devant le Parlement. Ce quotidien aborde à sa une le dialogue social. Les négociations gouvernement-syndicat reprennent ce jour. Conseil suprême de la magistrature, la Cour invite à revoir la composition. Merci. C'est ici que s'achève la revue de une des journaux. Vous avez compris que la moisson a été très bonne. C'est vrai, c'est le dernier jour de la semaine. C'est normal que les quotidiens fassent cet effort-là pour nous servir l'essentiel de l'actualité. Vous avez constaté avec moi qu'il y a un quotidien qui a parlé de l'éclairage public en milieu urbain, qui a déjà commencé la phase pilote, a démarré par Cotonou. Une initiative à saluer, n'est-ce pas, Laurent? À saluer justement parce que moi je vis à Calavi, je vois que l'éclairage public c'est un grand... En tout cas, la population en a vraiment besoin à Calavi. Et si ça pouvait s'étendre à Calavi pour permettre à ce qu'on éclaire nos rues, les agglomérations, je crois que ça irait et ça va lutter contre l'insécurité. Ça viendra à Calavi, selon les propos, en tout cas, des ministères, des cadres du ministère. Cotonou, c'est d'abord la phase pilote. Oui. On a démarré à Cotonou, après ce sera à Calavi, les autres grandes villes du pays. Donc ne soyez pas trop pressés à Calavi. Justement que ça ne tarde pas, non, justement parce qu'on sait ce que ça crée comme... Les cas d'accident. Oui, les cas d'accident, non seulement sur nos voies, mais dans les rues aussi, ça crée énormément d'insécurité. Et donc quand on a la lumière, au moins ça peut dissuader un peu
ceux qui nous attaquent. Donc voilà, Calavi vous attend, chères autorités du ministère de l'Énergie. Mori Agua, vous êtes à Calavi aussi. Vous êtes pressé? Je suis à Godomè, à la lisière de l'échangeur de Godomè. Je crois que depuis quelques semaines avant le Nouvel An, ils ont commencé par allumer l'éclairage public. Je pense que c'est solaire. Les lampadaires solaires. On n'a jamais compris pourquoi, après les fêtes, on éteignait ces lampadaires. Parce que vous savez, les encablures de l'échangeur Godomè sont quand même des coins très très dangereux la nuit, sous l'échangeur et environ. Donc, on espère que cela continue ainsi pour le bonheur, pour la sécurité des populations. Merci à vous, Mori Agua. Je vous souhaite un excellent début de week-end. Merci beaucoup. J'espère que vous m'inviterez pour ce week-end. Je vais mettre le budget à Latif de... je ne coûte pas cher. Voilà, merci. Il faut lui dire. Ok, donc avec un verre d'eau. Avec un peu d'arachide, un verre d'eau. Bon, si quelqu'un peut précéder du verre d'eau, c'est diable. Si on est rassasié, on prend du lait dessus. C'est la meilleure boisson d'ailleurs. Voici le bulletin de l'information avec Laurent Roland Toningues. La communauté internationale célèbre ce vendredi 2 février 2018 la journée de préservation des zones humides. Évidemment, des zones humides pour un développement urbain durable, c'est le thème de cette 18e édition. Au Bénin, les manifestations officielles se déroulent actuellement à Saint-Podji. Daouda Aliou, ingénieur de la direction des pêches, et Massime Djondo, écologiste et directeur de Bizé ONG, nous parlent de l'historique de cette journée. Ils expliquent également le sens que revêt le thème de cette année. Ils sont au micro de Corneille Aïssé, Frédéric Fiossi et Damien Pedro. On appelle zone humide tout espace où vous avez de l'eau, que ce soit de manière permanente ou temporaire. Quelle que soit la qualité de cette eau-là, ça peut être de l'eau douce, de l'eau saumâtre ou de l'eau salée. L'autre chose aussi, cette eau-là peut être de l'eau stagnante. Ça peut être de l'eau qui coule, tel que nous avons dans le chenal de Cotonou. Vous savez, ça coule dans les deux sens. Tantôt, l'eau de mer entre, tantôt, l'eau vient du plan d'eau pour aller vers la mer. Donc, nous allons célébrer le 2 février la journée mondiale des zones humides. En réalité, c'est le 2 février 1971 que la convention de Ramsar a été... La convention sur les zones humides d'importance internationale, particulièrement comme habitat des oiseaux d'eau, a été signé dans une ville qu'on appelle Ramsar. C'est une ville iranienne. C'est là où la convention a été signée pour la première fois. C'est pourquoi chaque 2 février, on célèbre la journée mondiale des zones humides. Le thème pour l'édition 2018 de la journée mondiale des zones humides, c'est les zones humides et les villes vertes. Donc cette édition veut mettre l'accent sur la résilience des villes face au changement climatique et aussi comment est-ce que les villes vont pouvoir bénéficier de la nature pour être résilientes. Parce que qu'on le veuille ou pas maintenant, les changements climatiques frappent tout le monde. Mais les zones humides constituent des écosystèmes naturels qui pourraient aider les villes à être résilientes. Donc il est opportun que toutes les villes, surtout les villes béninoises qui ont des zones humides dans leur sein, puissent prendre des mesures radicales pour pouvoir protéger ces zones humides et travailler avec tous les parties prenantes pour protéger ces zones humides-là. Et puis le Centre culturel chinois a organisé ce jeudi le festival du Nouvel An chinois. Les manifestations de ce festival en prélude à l'année du chien, qui commence le 16 février prochain et conformément au calendrier lunaire, ont été marquées par la danse du dragon et la danse du lion, avec des tableaux artistiques de la troupe artistique de Guizhou. Une soirée riche en animation culturelle, en présence de certains ambassadeurs et du directeur de cabinet du ministère du Tourisme, de la Culture et des Sports. Suivons un extrait des messages du directeur du service culturel de l'ambassade de Chine au Bénin et du directeur de cabinet NS Soussou. Le spectacle de cette cérémonie de lancement est un exemple de démonstration et de partage de nos valeurs culturelles. La compréhension réciproque de culture, naturellement, contribue au renforcement de l'amitié qui déjà existait
depuis des décennies. 2000 événements culturels s'organisent chaque année dans le cadre du festival du Nouvel An chinois dans plus de 400 villes à 4 coins du monde. Plus de 140 pays, y compris le Bénin, accueillent le festival du Nouvel An chinois. 120 millions de populations du monde entier célèbrent en commun avec le peuple chinois la fête du printemps au cours du festival du Nouvel An chinois. Je voudrais ici dire mes sincères félicitations à l'ambassade de la République de Chine près du Bénin et au Centre culturel chinois au Bénin pour les éditions successives réussies du Festival du Nouvel An chinois au Bénin. Le peuple béninois, plus qu'un peuple ami et un peuple frère du peuple chinois. Le Festival du Nouvel An chinois est une composante des manifestations culturelles de grandes envergures qui intéressent le grand public béninois. Mon département ministériel y attache une grande importance. Chers compatriotes, pendant que nous fêtons avec le peuple chinois le Nouvel An chinois, je nous invite tous à l'observance du savoir-faire et à l'apprentissage de la valorisation de la chose culturelle de notre pays. Sur un autre plan, rencontre thématique ce jeudi à l'hôtel Bénin Royal de Cotonou en présence des maires des communes du Bénin et des acteurs de la décentralisation en partenariat avec l'Association internationale des maires francophones. L'objectif est de présenter les partenaires stratégiques que l'Association nationale des communes du Bénin, ANCB, a mis en place au profit de la décentralisation et d'évoquer le partenariat stratégique IMF-Union européenne. Suivant le compte rendu avec Aristide Setti. Développement des territoires et complémentarité, c'est la thématique qui a réuni les maires des communes du Bénin et leurs homologues de l'Association internationale des maires francophones à Cotonou. Une thématique qui répond à l'exigence d'adaptation aux grands défis et enjeux du développement local. Dans son allocution, Luc Atrokbo, président de l'Association nationale des communes du Bénin, demande à ses homologues et tous les acteurs de la décentralisation d'activer les leviers de la synergie pour apporter une bonne réponse à cette problématique. Il revient sur les objectifs de cette rencontre. Cette matinée d'échange sera l'occasion d'illustrer combien cette vision s'harmonise parfaitement avec la démarche de plaidoyer. En effet, à l'occasion de l'Assemblée générale de l'IMF qui s'est tenue du 4 au 7 novembre 2014 à Kinshasa, les maires ont souhaité que l'IMF intervienne pour l'amélioration de la prise en compte des autorités locales dans les processus de décision nationaux et mondiaux. Un accord cadre de partenariat stratégique IMF-Union européenne a été conclu le 28 janvier 2015 entre la présidente de l'IMF, Mme Anne Hidalgo, et le commissaire européen au développement. Cette rencontre thématique entre dans le cadre du projet d'appui aux associations nationales et locales des collectivités locales du Bénin. Un projet qui vise à opérationnaliser cette stratégie en renforçant la capacité de plaidoyer, d'appui conseil aux communes et d'opérateurs de projets de la fêtière nationale. Le secrétaire permanent de l'Association internationale des maires francophones, Pierre Baillet, souligne que la nouvelle gouvernance locale nécessite l'implication de toutes les couches sociales, notamment les parlementaires et les journalistes. Je pense aux parlementaires, mais aussi aux journalistes, à vous-même. Sans oublier la société civile, les élus locaux, qui doivent inventer ensemble une nouvelle gouvernance pour que les citoyens se sentent concernés. L'IMF a plusieurs programmes cofinancés par l'Union européenne sur le renforcement des réseaux nationaux de villes, ici d'abord, mais aussi à Djibouti et en Guinée. Pour Barnabé Dassigli, ministre de la décentralisation et de la gouvernance locale, la décentralisation au Bénin est irréversible et constitue une préoccupation majeure du gouvernement du président Patrice Talon. Le développement des territoires constitue une préoccupation essentielle du gouvernement du président Patrice Talon, qui travaille à renforcer l'impact des politiques publiques en cette matière
et à mobiliser les acteurs locaux ainsi que les potentiels de leurs différents territoires pour faire face aux défis futurs. L'ANCB, les partenariats stratégiques au profit de la décentralisation et le partenariat stratégique AIMF-UE en appui à la décentralisation dans l'espace francophone sont les deux communications qui ont meublé cette rencontre de l'ANCB et l'AIMF. Intéressons-nous au sit-in annoncé au ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche. La Fédération des syndicats du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche avait décidé de surseoir au mouvement de grève depuis le 12 décembre 2017 dans le but d'accorder un moratoire aux autorités pour la satisfaction de leurs revendications. Mais depuis rien, estiment-ils, et c'est ce qui les fait sortir de leur réserve. Ils annoncent pour le lundi prochain un sit-in dans l'enceinte de leur ministère. Suivons un extrait de leur porte-parole, Anissi Semevo Saint-Jean. À cette date, nous avions analysé le niveau de satisfaction de nos revendications et nous avons constaté que nous étions aux environs de 35% de satisfaction. Ce qui veut dire qu'au fait, les revendications dans leur ensemble n'ont pas été satisfaits comme cela se doit. L'affectation, qui était donc le premier problème qu'on a posé, a été fait et encore donc environ 44 agents qui n'ont pas été positionnés en dehors donc, des administratifs qui ne sont pas encore affectés. Nous avons prévu donc un sit-in pour le lundi 5 février prochain. Et ce serait vraiment un sit-in extraordinaire parce que les travailleurs sont vraiment sortis donc de leur groupe parce qu'il y avait une résolution, c'est-à-dire un relevé des conclusions des négociations entre administration et partenaires sociaux. Et nous avons un relevé qui existe et qui définit donc les forfaits à payer dans le cadre de ces arrêts de carburant. Ici, donc l'autorité, donc la première autorité du ministère vient dire, même si c'est une blague, nous devons prendre ça au sérieux, vient dire que nous ne devions pas réclamer alors que c'est lui-même qui avait envoyé donc des gens à nous rencontrer pour faire une réunion. Et à l'issue de la réunion, nous avons retenu des choses que lui vient maintenant remettre en cause. On se dit vraiment qu'il y a un problème. Il faudrait alors que nous lui disions que nous ne sommes pas d'accord. Et le seul moyen pour le dire chez nous, ce n'est que donc de nous manifester publiquement devant donc le ministère. Le sit-in, c'est prévu donc juste pour pouvoir vraiment exprimer notre mécontentement. Et à l'issue de sit-in, il y aura une assemblée générale. Non, c'est l'assemblée générale qui va décider donc de la suite donc, du mouvement. Toujours est-il que si rien n'est fait, parce que c'était dit que si on fera donc, les mouvements jusqu'à satisfaire de leurs revendications. Donc si rien n'est fait, si aucune résolution concrète n'est prise pour nous rassurer dans les travailleurs, je pense que la lutte est appelée donc, à durer dans le temps. Rappelons à toutes fins utiles que le dialogue social reprend ce jour, bien entendu, 2 février à l'Infosec de Cotonou. Il y aura, le gouvernement sera représenté par la plupart des ministres, en tout cas concernés du secteur de la santé, de l'éducation, de la justice et bien d'autres, et les différentes centrales syndicales. À suivre donc. Merci à vous. Merci. Laurent. Pourquoi qui vous a donné ces deux noms-là? Roland, Laurent Tolinkes. C'est toute une histoire. C'est toute une histoire, hein. Vous allez la raconter plus tard. Oui. À suivre, la tribune subjective que nous consacrons aux conducteurs de taxi-moto. On vous aime, une réalisation de Aristide Setin. Juste après, vous suivrez l'instant débat à fait croiser. 2 invités vous attendent dans notre studio. Et puis, les notions TIC des technologies de l'information et de la communication avec Modeste Rounekondi. On va s'intéresser au reciblage publicitaire. Comment bloquer une publicité qui vous suit partout sur Internet avec Google, à suivre dans un instant. Maintenant, il y a eu, mais il y a assis. Tout le y a assis maintenant. Oui, moi je m'appelle Awanka Vigile. Pour le ZEM, ça fait maintenant au moins, déjà au temps de la révolution que moi j'ai déjà continué à conduire à Abomey. Mais je suis venu à Cotonou maintenant, ça fait depuis 2011 que je suis venu à Cotonou. Mais ça va mieux plus qu'à Abomey. Comme je conduis ici maintenant, j'ai à avoir quelque chose dedans. Ouais. Pour les enfants que vous avez parlé, qu'il y a de la grossesse à Tagora et dans l'autre province là. Et c'est au niveau des élèves seuls, on peut comprendre. Pour les professeurs, ce n'est pas bon.
chez moi, chez les professeurs. Si les professeurs aussi continuent à faire cela, c'est ça que les élèves aussi voient pour continuer à faire cela. Bon, les professeurs à la justice pour calmer cela. Sinon, ce n'est pas bon. Parce que nous conduisons aujourd'hui maintenant pour payer à l'enfant de manger à l'école, les cahiers, tout est cher. Et maintenant, le professeur qui prend de l'argent là-bas, il coupe l'enfant de ne pas partir pour finir son programme. Ce n'est pas bon. Aujourd'hui, on sait qu'il n'y a pas de travail. Mais si tu as le diplôme, si on cherche celui qui a le diplôme, c'est ceux-là qu'on va appeler. On ne peut pas nous appeler qui conduit deuxième pour les baccalauréats. Si on veut les baccalauréats aujourd'hui, celui qui en a son bac, c'est celui-là qu'on va appeler. Celui qui a brevet, c'est celle qu'on va appeler. Mais pour les professeurs, c'est très, très, très mal. C'est que les enfants, aujourd'hui, maintenant, d'autres vont porter de bonnes chaussures, de bonnes choses pour aller à l'école. Et ils mangent ce qu'ils veulent parce qu'il y a certains qui ont de l'argent pour donner à leurs enfants. Mais les enfants qui n'ont pas de l'argent, leurs parents, il faut qu'ils débrouillent pour leur donner de l'argent. C'est ça qui amène le problème à les enfants. Donc, le très simple, si les professeurs aussi sont dedans, c'est à la justice qui va justifier ça là. Le service commercial de Diaspora FM et Eden TV au 62 79 32 32. Eden TV, Diaspora FM, le bonheur d'être à vous. Yata o mi le funwa. Na vigneo. Mi sogbeta sambe mi mja domnya ben kohoma mena wabe ravi benya on alo. Voyant jove welo. Minya sambe olable minu kenti o joneneo. Ao, ngbaswero neneo no vigne. Fofonye kele kaka yovo dia eglona be ma debla kaba ma vei we. Nyao, lele kponu ya donu nye sugbon le melo. Nukodo do homa me benya ya. Ye nyi gome jeje nuko yi tolo. Nkodo ravi be homa wa mea. Olado jesi do de kaso fifi kakaso imanvo. So fifi a jefi e benya onde kwepe ngbale. Nya do metore kare kalado be homa. Ke la kperinti batso doga kudola hwa lo do buo. Oleja grombe kuhoma viwa mnatendo gacha. Ye kwe wan la no vinye. Nuke mi jole no tekpo. David Kaba. Esronye kudo vinyo klogbe mle ye ya nemya va donko homa mi. American pana jijo. Nya mava idre na mekwe la siame okpata. Inya ojo. Eya mijo. E vinye e kan ochane mi trova o lavai. Eya mijo. Mi va. Aren ke mile se ya so do pe ke pena nkudo ni kodo do mame ne fiora so desiame que yona be ravi. Communiqué de la cellule de communication de l'honorable Claudine Afiavi Prudencio relatif à l'usurpation d'identité dont elle fait l'objet. Il nous revient avec insistance, preuves et témoignages à l'appui que des individus mal intentionnés se font passer pour l'honorable Claudine Afiavi Prudencio et se livrent à des actes d'escroquerie sous son identité. L'honorable Claudine Afiavi Prudencio n'est pourtant mêlée ni de près ni de loin à ces pratiques répréhensibles dont seuls les auteurs connaissent les tenants et les aboutissants. Elle invite les uns et les autres à redoubler de vigilance pour ne pas tomber dans les pièges de ces vils individus sans foi ni loi qui répondront de leurs actes devant les juridictions compétentes. Fait à Cotonou le 14 janvier 2018 pour l'honorable Claudine Afiavi Prudencio, sa cellule de communication a signé ce communiqué.
Contactez le service commercial de Diaspora FM et Eden TV au 62 79 32 32. Eden TV, Diaspora FM, le bonheur d'être à vous. L'instant débat fait croiser sur Eden Télévision et Diaspora FM. Vous le savez, hein, l'aspiration du chef de l'État, le président Patrice Talon, à être porté en triomphe à la fin de son mandat, obéit à des exigences sans lesquelles son souhait risquerait de devenir un simple vœu pieux. Y a-t-il un Béninois au jour d'aujourd'hui qui souhaite qu'il échoue, que le gouvernement échoue dans ses initiatives? Sans un sondage, on peut affirmer, on peut répondre par la négative, parce que tous les Béninois souhaitent que le gouvernement, le chef de l'État, réussisse à la tête de notre pays pour le bien de plus de 10 millions d'habitants que nous constituons. Le gouvernement a annoncé les grands travaux pour 2018, pour cette année. Cette année 2018 sera-t-elle vraiment l'année des grandes réalisations? Quels signaux favorables? C'est le thème que nous abordons dans ce numéro de Faits croisés sur ce plateau. Deux invités, Séphrin Aouga, il est analyste politique et activiste sur les réseaux sociaux. Bonjour Séphrin. Bonjour monsieur le journaliste, bonjour à tous les téléspectateurs d'Eden TV. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi. Merci à vous. Face à vous, Paulin Vissot, il est consultant spécialiste des questions économiques. Bonjour Paulin. Bonjour Tranquilla. Première question à vous, Séphrin Aouga, le chef de l'État, rêve qu'on le porte en triomphe à la fin de son mandat. Pose-t-il des actes qui concourent à cette ambition? Merci pour cette question. D'entrée de jeu, je dirais que n'importe qui d'entre nous qui se mettrait sur ce fauteuil-là, s'il est normal, s'il est bien conçu, s'il n'a pas de problème psychologique, il voudra absolument apporter quelque chose pour ce pays-là. Parce qu'on ne va pas s'asseoir dans ce fauteuil pour blaguer. Quand j'ai fini de dire ça, est-ce que le chef de l'État aujourd'hui pose des actes qui montrent que réellement, après les 5 ans, il va nous doiter des choses ou que les Béninois auront quelque chose sur quoi pour l'apprécier et savoir réellement qu'il a apporté un plus au pays? Certainement. Certainement, il le fait. Il le fait et nous n'avons pas encore... ce n'est pas tellement visible, mais quand on voit les comportements des uns et des autres, quand on voit les réactions, les réticences et tout, ça veut dire que quelque chose se fait. Si rien ne se faisait, on n'aurait pas eu le tumulte qu'on a, des gens qui ne sont pas contents parce que ce qui se fait aujourd'hui se fait autrement. Et dans les pays comme les nôtres, lorsque une alternance, une nouvelle alternance est en place et que certaines personnes ne retrouvent plus certaines postures ou bien les privilèges afférents à ces postures-là, eh bien, les gens jasent un peu. Mais dans le fond, le pays tourne. Tout le monde travaille, malgré les grèves et tout, les soubresauts. Je crois que même aujourd'hui, il y a une rencontre entre les syndicats et le gouvernement et que les négociations vont se poursuivre. Mais tout compte fait, nous avons tous intérêt. Ce n'est pas le chef de l'État seul qui doit avoir intérêt. Nous avons tous intérêt, tous les Béninois, que dès lors que nous avons choisi la démocratie et que nous avons des institutions et que nous avons une méthode pour pouvoir désigner nos responsables, et que dans la Constitution, c'est écrit que si vous êtes élu, vous avez la possibilité, vous faites 5 ans. Et si vous réunissez les conditions, vous avez encore 5 ans d'autres, et puis quand vous avez fait ça, vous êtes parti. Alors si c'est conçu comme ça, et que nous maintenons cela, est-ce qu'il serait de l'intérêt de quelqu'un qu'un gouvernement arrive et qu'on l'empêche de travailler, ne serait-ce que si c'est pour monter une brique de 10 pour le pays, si on l'empêche de le faire, et que si nous sommes continuellement dans la contestation, je crois que nous n'évoluerons pas. Donc, pour l'intérêt général, je crois que, a priori, quelles que soient les divergences politiques, on devrait soutenir, en tenant compte de notre constitution, on devrait soutenir chaque gouvernement
qui arrivent dans ce pays et pour que ce gouvernement puisse avoir les moyens de faire, de mettre en application ses projets, son programme pour l'intérêt du pays. Parce que quand les infrastructures dont vous parlez, quand on va les mettre en place, et que M. Talon viendrait au terme de son mandat, il ne les emportera pas chez lui. Quand on a critiqué Monsieur, son Excellence, M. Fossoglo, pavé, les pavés sont là aujourd'hui et nous les utilisons. Mais personne ne parle plus de ça. Donc, l'état de notre pays voudrait que nous soyons quand même assez clairvoyants pour comprendre que ce qui doit nous opposer ne doit pas l'être au point d'empêcher la gouvernance en cours de fonctionner réellement pour l'intérêt général. Mais vous avez indiqué que des actes sont posés, des actions sont initiées, mais elles ne sont pas visibles. Le mandat, c'est ce mandat de 5 ans. 2 ans sont passés. Nous sommes en train d'aborder déjà le 2e mois de la 3e année. Comment faire pour que ces actions-là que le chef de l'État entreprend ensemble avec son équipe soient visibles? Puisque c'est cette visibilité qui va justement rassurer les populations pour les Vissons. Oui, c'est vrai. Je conviens avec vous qu'il n'y a pas effectivement une ventilation de la communication autour des actions qui sont menées. Mais pour moi, l'essentiel, ce sont les actes. Dans un passé récent, on nous a montré des choses qui n'ont pas existé. Et la communication nous a fait croire que ces choses-là ont existé. Et c'est par la suite qu'on découvre le contraire. Vous savez, M. Talon n'est pas un inconnu pour les Béninois. Vous savez très bien que moi, personnellement, je suis un pur produit du secteur privé et que ce monsieur, moi, je le connais depuis qu'il était encore entrepreneur avant de rentrer dans la politique. C'est un homme qui est très méthodique, très organisé. Quand vous ne verrez pas ces structures, en tout cas au moment où il était encore personnellement au manège, vous ne verrez pas ces entreprises impliquées dans des fausses déclarations, des impôts à payer, on n'a pas payé, des trucs comme ça, vous ne verrez pas ça. Et donc, s'il n'en tient qu'à l'homme, lui seul, je pense que tout ce qu'il a dit, ça va être fait. Vous vous rappelez les conditions dans lesquelles il a pris le pouvoir dans les griffes de M. Yahya Boni. C'est vrai que ce dernier n'était pas candidat, mais à le voir dans l'action, on croirait qu'il était encore candidat pour une 3e fois. Donc, l'homme est méthodique et très organisé. Maintenant, le pays en lui-même, pour qu'il réussisse, le pays, quand je dis le pays, les autres forces sociales, je parlais des forces sociales, société civile, médias, syndicalistes, la jeunesse, les femmes, tout ce monde-là, toutes les autres forces organisées de la République ont une partition à jouer. Donc, sa seule volonté, ne peut pas, cette volonté-là seule ne peut pas suffire. On connaît l'homme, il peut faire. Mais lorsque, par exemple, des syndicats, pour un rien ou pour une virgule à déplacer, se mettent en grève. Hein? Vous avez élu quelqu'un qui vous a dit, c'est un capitaliste comme moi-même, je suis un capitaliste pur et dur, il est venu avec un certain nombre de réformes qu'il a développées de façon ouverte et publiquement lors de la campagne. Et il dit, c'est ce que je veux faire. Il vient au pouvoir et il veut déplacer une virgule, on lui dit, il faut qu'il passe 95% de son temps à discuter et 5% à travailler. Et donc, n'importe quoi il veut faire, grève. Le monsieur dit par exemple au port de Cotonou, je constate, et tout le monde est d'accord, que les sociétés publiques ne sont pas efficaces. Lui, selon son diagnostic, et je suis d'accord avec lui, c'est que l'État a toujours été un mauvais gestionnaire. Donc, je confie la gestion de la structure à un privé. Ça ne veut pas dire une privatisation. La privatisation, c'est lorsque vous prenez l'entreprise, vous remettez le patrimoine de l'entreprise et que vous le remettez à un privé. À date d'aujourd'hui, par exemple, le port de Cotonou est toujours fait partie du patrimoine de l'État. Mais il estime et on ne peut pas le lui donner parce qu'il a été élu pour ça. Il dit, moi je veux déléguer la gestion à un privé. Laissez-le et que cette expérience échoue avant que de critiquer ou vous voyez les sillons venir avant que. Mais on ne peut pas aller, on va en grève, on conteste sur la base des intentions. Alors, dans une atmosphère comme celle-là, eh bien, je constate qu'il y a beaucoup de facteurs ralentissants. De sorte que, moi, je suis optimiste. Mais
c'est dommage, nous n'allons pas pouvoir bénéficier de tout ce que ce monsieur a prévu pour le développement du Bénin. Vous savez, pour lever les goulots d'étranglement, il n'y a pas meilleur profil que celui de Talon, monsieur Talon. Parce que, c'est un chef d'entreprise. Vous savez que le privé a toujours cette notion de rationalité dans la tête. Et puis, c'est un monsieur qui connaît l'administration. Il connaît l'administration pour avoir fréquenté le système. Voilà. Donc, quand il prend une décision, il faut l'analyser. Il y a une polémique, je crois, hier, je vous ai suivi sur votre chaîne, et on parle de salaire. On dit, voilà, et qu'il a doublé, il a triplé les salaires des collaborateurs de quelques-uns, et que les gens vont jusqu'à comparer. Non, c'est-à-dire que ce sont des facteurs. On va aborder ce volet-là tout de suite. Ce sont des facteurs, hélas, ralentissants. Et si nous ne savons pas faire, nous n'allons pas pouvoir tirer le maximum de l'homme. Quand je vois par exemple la jeunesse, et hier j'étais particulièrement content parce que j'ai suivi le président de la Fédération des jeunes entrepreneurs du Bénin qui disait que les PME se préparent pour pouvoir capter, par exemple, ce que le PAG contient comme activité et tout. Bravo, que des jeunes puissent avoir cette vision. Mais si nous passons notre temps à râler, à aller en grève, à marcher pour des conneries, je dis, ce serait dommage. Parce que depuis l'indépendance, c'est la seule fois que nous avons un tel profil. Parce que pour moi, le profil du candidat, du président de la République, c'est très important. Parce qu'il y a des choses que, lorsque vous voulez discuter avec lui, vous ne pouvez pas le faire parce qu'il connaît, il sait de quoi vous voulez parler. Et ça, quand vous avez quelqu'un comme ça, je pense qu'on a intérêt à travailler, à le prendre sur des faits, n'est-ce pas, sur des actions concrètes, plutôt que de presser, plutôt que de prêter des intentions, d'être dans la suspicion à outrance, d'être dans l'expression de la jalousie, de la haine. Ça, je pense que ce sont des facteurs limitants et je crains que nous ne puissions pas profiter vraiment de ce monsieur. Vous avez commencé par aborder le volet économique de sa gestion en parlant du port autonome de Cotonou. Justement, à ce niveau, ne pensez-vous pas, Séphérien Aouga, qu'il faut mieux expliquer quand le fonctionnement de cette maison avec la gérance privée qui se fait actuellement? Parce qu'on a eu dire que l'équipe, les 8 personnes, les 8 blancs qui sont arrivés sous l'autorité de l'entreprise qui gère désormais ce fleuron de notre économie, l'année coûterait à l'État environ 6 milliards. C'est l'information qui a été divulguée dans les médias, mais qui n'a pas été contestée par, en tout cas, les autorités du ministère de l'économie et des finances. À ce niveau, n'était-il pas important aux gouvernants, en tout cas aux autorités, d'expliquer à l'année ce que la gestion apportera justement à notre économie et démontrer que c'est nécessaire de payer à ces gens-là environ 6 milliards. Donc, l'information qui a été divulguée, c'est que l'État perd en mettant ce fleuron de l'économie nationale sous une gestion au privé. On ne peut pas, sans que la gestion ne dure au moins 1 an, logiquement, nous parlons logiquement, parce qu'on mêle beaucoup de sentiments. Et on ventile des choses. C'est dû à quoi? C'est ce sentiment? Oui, c'est dû à quoi? Non, il y a beaucoup d'activisme. De communication Non, d'abord, il y a beaucoup d'activisme politique où certaines personnes ont intérêt. Tout simplement, les gens continuent de ruminer l'échec des élections. Et puis, ont intérêt, ils ne veulent pas du tout que l'équipe qui est là réussisse et tout. Alors que l'équipe ne réussira pas pour elle-même, réussira pour le Bénin. C'est ce que ces personnes oublient. Maintenant, quand vous parlez du port, lorsqu'on mène une réforme, et la réforme, on n'a même pas fait 3 mois, et des gens sortent des chiffres que vous me communiquez là, et ils font des déductions et tout. Alors, est-ce qu'ils ont les éléments de l'activité du port en 1 an? Et ils peuvent savoir, ou bien c'est des prévisions qu'ils font pour tirer des conclusions? Non. Ils n'ont encore aucun élément pour sortir ces chiffres-là. Et maintenant, les chiffres qu'ils ont sortis, est-ce que c'est les salaires des 8 personnes là ou bien c'est autre chose? Si c'est les salaires des 8 personnes, il faut savoir que c'est invraisemblable. 8 personnes ne peuvent pas coûter en 1 an 8 milliards. C'est pas possible. C'est pas possible. 6 milliards. 6 milliards. C'est un chiffre avancé. Oui, c'est pas possible. C'est pas possible. Donc, nous sommes à un certain niveau où on ne peut plus prendre certaines choses et sous les faits. C'est-à-dire que
les gens veulent surfer sur le sentiment de colère de certains compatriotes. Parce que nous sommes dans un régime qui engage des réformes et qui oblige à changer de comportement. Et parfois, le fait qu'on demande à un individu de changer de comportement, ça pèse sur lui. Il réagit. Et il ne perçoit pas très vite l'importance de cela. C'est peut-être avec beaucoup de patience, quand il va se calmer, qu'il va commencer par utiliser la raison maintenant. Parce que nous faisons trop du sentiment, nous ne voulons pas réfléchir. Et nous ne voulons même pas faire l'effort de réfléchir. On ne veut même pas comprendre. Monsieur Paulin vient d'expliquer, et M. Vissot vient d'expliquer tantôt, que ce qui se passe au port, ce n'est pas que l'État a vendu le port au port d'Anvers, non. Non, l'État n'a pas vendu. Mais c'est seulement sur le plan de la gestion, Et le chef de l'État a expliqué, quand on dit qu'il n'y a pas de communication, lui-même a expliqué pour dire, j'ai la possibilité de nommer des directeurs comme d'autres présidents ont l'habitude de faire. J'ai la possibilité et c'est mon droit. Et personne ici ne peut me contester si je cherche, je vais dans un village, je trouve quelqu'un, je l'amène pour dire viens être directeur. Et j'ai des partisans. Je suis président, même si je ne veux pas faire la politique, je suis obligé à ce poste-là de faire la politique. Donc j'ai des partisans qui me bousculent et qui veulent ce poste-là. Mais j'ai vu que tout le temps qu'on a nommé quelqu'un, la personne n'a jamais été efficace et on n'a pas retrouvé une efficience dans la gestion de cet outil-là. Et pour l'intérêt de nous tous, pour moi, en tant que chef de l'État, je pense que si on avait une gestion confiée à un privé, que ça apporterait un plus. On n'a même pas expérimenté encore. Nous sommes au début. Et on a finalement, il est vrai qu'il a mis du sien pour qu'on puisse attribuer la gestion à ce port-là. Mais les gens n'ont même pas fait 3 mois. Et les chiffres qui sortent de ces chiffres-là, c'est des chiffres seulement pour dérouter, pour décourager, pour intoxiquer. Mais qui a intérêt à intoxiquer, à dérouter le gouvernement? Monsieur le journaliste, vous êtes au pays, non? Vous êtes au pays. Nous sommes 10 millions d'habitants. Nous avons tous intérêt à ce que le gouvernement réussisse. C'est pour le plaisir. Mais qui a finalement intérêt à dérouter, à intoxiquer? D'abord, moi je considère même que, je suppose même que les chiffres sont vrais. Les 6 milliards, je suppose. Mais est-ce qu'on vous a dit ce que l'équipe doit remporter comme bénéfice? C'est ce que je posais comme... Non, je suppose. Voilà. Ça veut dire que normalement, si on doit faire, si on est sérieux, qu'on fait un travail scientifique, c'est de dire, dans le passé, c'est un contrat d'objectif qu'on a signé avec eux, pour dire, vous devez nous rapporter tel montant à la fin du mois, ou à la fin du mois, ou finalement à la fin de l'année. Et si vous rapportez ça, votre rémunération, c'est tel montant. Alors, je suppose que les 6 milliards, là, c'est vrai. Mais pourquoi ceux qui agitent ce chiffre-là n'ont pas pris la peine de communiquer le montant assigné comme objectif au port d'Anvers? Ça veut dire que les gens sont malhonnêtes, ils ont de mauvaise foi. Moi, je dis il faut que nous soyons un peu plus sérieux. On ne va pas passer notre temps à suspecter. Nous l'avons élu, il a une vision pour le pays. Nous allons faire la veille. La vision seule suffit-elle? Parce que on a l'impression que le gouvernement lui-même apporte de l'eau au moulin de ses détracteurs. Parce que récemment, vous avez lu dans la presse que la BID s'est retirée et faisant perdre à l'État plusieurs dizaines de milliards. On reproche à ce même gouvernement à son incapacité à mobiliser les ressources au plan international et à mettre la pression, sur le privé, sur le privé afin de mobiliser les ressources fiscales. Il faut autant d'éléments quand même qui apportent de l'eau au moulin des détracteurs du chef de l'État et de son gouvernement. Oui, cette information, je ne sais pas si elle est vérifiée. Et puis, même si elle est, si pas extraordinaire, c'est le cas, je pense qu'il faut prendre ça autrement. Moi, lorsque éventuellement on dit que mon pays a perdu de l'argent, je serais triste. Depuis 2 ans, mais j'en serais. Je suis pas à mobiliser au plan international. On n'est pas à ce niveau. Oui. Je souhaiterais, en tant qu'économiste, en tant qu'acteur du secteur privé, et que vous leviez le compte de voir là-dessus. Non, moi je ne suis pas au gouvernement. Je ne suis pas porte-parole du gouvernement. Mais vous avez les chiffres, vous avez quand même les informations. Ça veut dire que l'information, ceux qui veulent avoir l'information, ils l'ont. Mais lorsque les gens refusent de vous entendre et décident
de faire de l'intoxication, quand bien même ils ont la réalité. Prenons un exemple concret. Cette affaire de salaire là. Tous les acteurs, ceux qui sont en train de faire de combattre, d'intoxiquer aujourd'hui, ils savent très bien que c'est une mesure de rationalisation des dépenses publiques, ils savent. Mais pourtant, ils disent que dans un pays où le SMIC est à 40 000, on décide de donner 2 millions de francs CFA à une personne. D'accord? Mais ils oublient exprès de dire d'où on vient et qu'est-ce que cette décision vient corriger. Alors là, dans un contexte comme celui-là, qu'est-ce que vous voulez? Lorsque les gens décident volontairement, n'est-ce pas, d'intoxiquer, vous n'allez pas demander à un gouvernement de laisser l'essentiel pour chaque fois répondre à l'intoxication. Ce qui est sûr, le monsieur a 5 ans à faire, d'accord? Et nous aurons le temps d'apprécier. Mais je trouve que c'est dommage que nous passions notre temps à faire des débats de personnes. D'accord? Et on pense qu'en compliquant la tâche à M. Talon, on le rend impopulaire, mais en définitive, nous créons du tort à ce pays. Et qu'on le veuille ou non, nous allons le payer. Si nous ne le payons pas, nous-mêmes, nos enfants ou petits-enfants le paieront. Donc je pense que nous avons intérêt à faire un débat scientifique. Ça suppose que, oui, on ne dit pas qu'il faut un unanimisme autour du chef de l'État, c'est pas ce que nous disons. Mais qu'on soit logique, qu'on soit, responsable dans tout ce qu'on veut alléguer. Il ne faut pas profiter de l'ignorance de nos compatriotes pour balancer des informations erronées, pour mobiliser la conscience collective dans un sens donné. Donc, moi, il y a des débats que il y a des discussions qu'il y a certaines personnes qui ne peuvent pas faire avec moi. Parce que ils savent avec qui ils font ce genre de débat. Parce qu'ils savent qu'ils ont décidé d'intoxiquer. Ça, on ne peut pas aller contre. Maintenant, c'est important, effectivement, que la communication descende, qu'il y ait un effort sur ce plan-là, d'accord? Mais ça ne veut pas dire qu'il faut faire de la ventilation, qu'il faut faire du gonflement de l'information et finalement passer le temps à vendre du vent. Je crois que c'est un homme assez discret et il y a beaucoup d'actions concrètes qui sont menées, mais que nous décidons, à tort ou à raison, de ne pas faire. Mais si le gouvernement qui est censé communiquer autour de ces actions ne le fait pas, le manque de communication donne libre cours à toute forme d'interprétation. Je suis d'accord par rapport à la communication gouvernementale qu'il y a beaucoup de choses qui se font et ils font de très bon travail, mais ils n'en parlent pas. Et j'ai eu même la chance de discuter avec quelqu'un qui fait partie du groupe. Et je lui ai dit, mais pourquoi vous ne le communiquez pas? Ils ont dit, oui, dans le temps, on avait vu l'autre gouvernement communiquer de telle manière et tout. Nous, on a critiqué ça. Maintenant que nous sommes là, nous voulons faire le contraire. J'ai dit, mais non, vous faites erreur parce que nous sommes sur un terrain politique. Alors, si les bonnes actions que vous menez, si vous ne les expliquez pas, si vous ne parlez pas, les autres diront le contraire. Et il faut savoir qu'il y a toujours des échéances électorales aussi et que tout cela participe de la campagne déjà précoce. Donc, vous avez intérêt, pour votre propre gouvernement et pour l'intérêt du pays, il faut vraiment, véritablement que vous puissiez communiquer. Mais j'ai compris que rien n'a changé. Les gens continuent toujours de se taire. Et même les très bonnes actions que le gouvernement mène, bon, on n'en parle pas beaucoup. Et on se dit que de toutes les manières, quand les résultats seront là, le peuple appréciera. Mais aujourd'hui, on a senti, nous sommes dans le pays, on a senti que les gens font exprès pour mettre dans la tête des Béninois une certaine forme de haine, de colère et tout. Donc on suscite le sentiment de colère aux Béninois qui ont intérêt à accompagner ce gouvernement pour l'intérêt général. Accompagner ce gouvernement, puisque ce serait du gâchis. Il faut voir combien nous dépensons pour aller élire nos présidents. Alors si nous dépensons tout ça, là, une équipe arrive et que nous empêchons l'équipe de travailler pour nous. Mais c'est le pays qui perd. Puis de toutes les manières, et ceux qui crient dans la rue, je ne veux pas les citer, les mêmes qu'on a connus dans ce pays, il n'y a pas très longtemps, et qui crient. Mais si on les rappelle, mais ils vont nous montrer un programme, ils vont vouloir travailler. Mais si au même moment on les empêche de faire le peu qu'ils souhaitent faire pour le pays, on les empêche de le faire, bon,
on va toujours tourner comme ça, comme j'ai dit. Donc, nous n'avons aucun intérêt à verser dans la politique aérienne et à verser dans l'intersécation. Mais on parle des salaires. On parle des salaires. Et des gens ventilent des trucs et on prend des chiffres. On prend des chiffres et on a oublié que les salaires, les chiffres qu'on nous a envoyés là, ce sont des salaires politiques. C'est des salaires politiques. Ça n'a rien à voir avec l'avancement et l'échelon que vous avez atteint, tout ça là. Ça n'a rien à voir. Et souvent, les gens n'ont pas l'appréciation. Les postes pour lesquels on a ventilé ces salaires-là, c'est souvent des postes qu'on ne vous affecte pas à ces postes-là. On ne vous nomme pas à ces postes-là. Si vous n'avez pas atteint un certain niveau, que même si vous êtes privé, vous devez être déjà à un certain niveau de connaissance au moins ou de ce niveau matériel. Si vous êtes dans l'administration, c'est sûr que vous avez déjà atteint un certain niveau où, quand on vous sollicite pour ce travail-là, et puis il s'agit aussi de la politique, il y a des risques que vous prenez et tout, on vous met dans des conditions quand même les conditions qui ne sont pas moindres que celles que vous aviez connues avant d'être nommé. À quel niveau se pose alors le problème? La polémique qui la polémique, dans le pays. La polémique, c'est encore pour susciter la colère, pour décrédibiliser l'équipe qui est là. C'est aussi un combat purement politique et c'est de l'intoxication malsaine qui n'est pas en faveur du peuple. Qui n'est pas en faveur du peuple. C'est seulement en faveur de ceux-là qui veulent se mettre se mettre à sa place, à cette place-là et nous diriger. Mais maintenant, si l'outil qu'ils utilisent là, c'est les mêmes outils que les gens utilisent contre eux. Mais moi, en tant que citoyen, je ne trouve pas ça intéressant pour le pays. Sinon, ce que les gens racontent là. Le problème que l'augmentation vient régler, et si on en avait parlé à l'opinion publique, par exemple, c'est tout le monde, on sait très bien que cette augmentation a été faite suite à la suppression d'un certain nombre d'avantages au cadre de l'administration. Merci. Si on avait démontré au peuple ce qui se faisait au cours des 10 dernières années et ce qui se fait actuellement est mieux expliqué, je suis certain que le problème ne va pas se poser de cette façon. Et l'autre problème, justement, ça se pose lors des négociations gouvernement-syndicat. Les syndicats, les travailleurs ont commencé par réclamer une forte augmentation de leur salaire en brandissant comme argument ces éléments-là, que justement les DC gagnent tel montant, les secrétaires généraux des ministères gagnent tel montant, les ministres gagnent tel montant, et ça, c'est au cœur des discussions. Alors nous émettons... Une seconde avant que oui. M. Vissor ne prenne la parole. Une seconde, M. Vissor. Mais bien avant, en janvier ou en février 2006, disons mars 2006, un peu avant la fin du mandat de 2011, un peu avant la fin du mandat de l'ancienne équipe gouvernementale, mais il y a eu un décret qu'on a pris. Un décret qu'on a pris pour donner des primes et tout pour les gens, et que dans ce décret, ces avantages-là étaient rétroactifs sur 10 ans. Et c'est ça que ceux-ci sont venus voir. Mais quand ils ont supprimé ce décret-là, ils ont aussi compris, ils n'ont pas supprimé par haine, par jalousie et tout, mais ils ont compris que ceux pour lesquels on avait conçu ce décret-là, ceux pour lesquels on veut donner ces avantages-là, ils le méritent vraiment, mais tel que c'est fait, on ne peut pas le faire comme ça. Et ils ont coupé la poire en deux pour dire, bon, voilà, on va leur donner ceci. Mais quand vous avez ça, vous n'avez plus de primes, de ceci, de cela, personne ne vous achète plus de carburant dans votre voiture et tout, c'est vous-même qui roulez. Donc, il n'y a que ça, c'est ce que les gens ventilent. Si effectivement c'est ces montants-là, il n'y a que ça, il n'y a plus d'autres. Et on vous a à l'œil aussi. On vous a à l'œil aussi. Vous ne pouvez plus tremper dans des petits trafics de corruption et tout. Non, on vous a à l'œil. Donc, c'est pour cette efficience-là que les gens ont opté, ils ont fait ce choix-là. Mais que des personnes d'un certain niveau pensent que non, c'est mauvais. Mais le siming était à combien quand d'autres avaient les possibilités de siphonner les fonds de l'État? Quand on a fait bancarisation dans ce pays-là, c'est pas dans l'administration là que les gens s'arrangeaient pour que les étudiants et qu'on devrait payer, pour qui on doit payer la bourse et tout. Et on va déclarer théoriquement que c'est 29 000, alors qu'ils sont 26 000.
Et quand on sort l'argent des gens, ce n'est pas les travailleurs de l'État, des cadres qui s'entendaient et puis bon, eux on dit à l'État et on fait des papiers, tout ça là, ça passe et les gens signent, ceux qui doivent signer signent et on dit on va payer pour 29 000 et alors que il n'y a que 26 000. Et on prend l'argent de 29 000 et le reste là, on l'empoche. Alors, c'est pour éviter tout ça là que ceux-ci sont en train de dire, bon, ceux qui sont à un certain niveau de décision et qui ont la possibilité peut-être de tricher, de faire ça, et que s'ils le faisaient, ça pourrait déséquilibrer l'économie du pays, ça pourrait affaiblir la caisse publique. Mettons-les dans les conditions, fichons-leur des règles et surveillons-les. Et si quelqu'un ne respecte pas, ben, il sera puni. Et c'est ce qui se fait. On reproche au gouvernement de n'avoir pas généralisé cette mesure parce que les cadres de l'administration publique ont vu un certain nombre de leurs avantages entièrement supprimés et n'ont pas connu une certaine augmentation. Donc, le salaire n'a pas connu une certaine augmentation. D'où la frustration qu'on observe au sein des fonctionnaires, de l'administration publique. Non, d'abord, sur cet aspect précis de la question, c'est précoce de dire qu'on n'a pas généralisé. De quoi ils ont commencé, je pense qu'ils vont pouvoir agir sur tout le plan. N'était-il pas bien, ne serait-il pas bienséant de commencer déjà par les fonctionnaires avant de remonter? Est-ce que les fonctionnaires ont les mêmes responsabilités que ceux qui ont des pouvoirs politiques? Vous avez idée de ceux qui font le travail, c'est des techniciens de l'administration publique. Ce n'est pas le ministre qui fait le travail technique. Non, c'est la responsabilité politique. La gestion d'un pays, c'est d'abord politique. C'est d'abord politique. Si vous n'avez pas une bonne politique, d'accord, malgré votre technicité, vous allez échouer. On a vu avec M. Talon ici, où quand il a voulu être technique au début, on a vu la suite. Et là, il a compris, un homme intelligent, qu'il faut changer de fusil d'épaule. Mais là où moi je ne nous comprends pas, c'est que, vu de dehors, nous pensons qu'on aurait augmenté le salaire de ces cadres, directeurs de cabinet et secrétaires généraux. Mais si vous connaissez un seul parmi eux, qui a été une fois directeur de cabinet, d'accord, en tout cas qui a occupé ce même poste par le passé, et vous lui demandez maintenant son avis suite à cette décision, il sera amer. Il ne sera pas du tout content. Parce que vous ne pouvez apprécier la situation actuelle à sa juste valeur qu'en la rapprochant à ce qui se faisait de la situation antérieure. Sinon, vous ne pouvez pas, si vous dites aujourd'hui que vous êtes employé et vous estimez que vous êtes mieux traité, forcément, vous parlez en fonction de votre poste antérieur. Donc, vous ne pouvez pas considérer votre situation telle et dire que c'est bon ou mauvais sans pouvoir la rapprocher d'une situation antérieure. Mais ce qui se passait, c'est quoi? Les gens avaient des bons de commande, des bons d'essence à quantité de millions. Ça, c'est fréquent, ça. Vous voyez les véhicules, plaques bleues, plaques rouges en circulation. La tendance générale, c'est que les gens sont dans un restaurant en train de manger et le véhicule est laissé en marche, climatisation en marche avec le chauffeur à l'intérieur. C'est fréquent, ça. Vous voyez des bons les maîtresses avec des lots de bons d'essence partout. Vous avez connaissance de l'existence. Ça me fait. Vous en avez vu, vous? Ça me fait quand même au moins 40 ans que je vis dans ce pays. Mon père et ma mère sont béninois, donc je connais un peu le pays. Donc je sais de quoi je parle. D'accord? Donc, c'est un pays où il y avait beaucoup de... Les gens sont théoriquement à un salaire de 100 000, mais leur revenu, parce qu'il faut différencier le salaire du revenu. Ici, ce qu'on a là, c'est à la fois le salaire et le revenu. En tout cas, pour ce qui concerne, pour ce que l'État béninois va vous payer. Et vous pensez que c'est trop? Mais ce n'est pas possible qu'on puisse raisonner d'une manière avec des constantes comme ça. Parce qu'il y a une démarche entre choses. Donc, je pense que moi... M. Talon connaît très bien l'administration béninoise. Et pour le peu que je connaisse de ce monsieur, avant qu'il ne vienne sur l'arène politique, s'il arrive à prendre cette décision, c'est parce que justement, il a corrigé une situation. Et ça, c'est flagrant qu'il y avait beaucoup. Mais moi, je connais le cas de Sonapra et de Sodeco. Quand Sodeco a vu le jour, qu'est-ce qui s'est passé? On a pris un certain nombre d'employés de la Sonapra qu'on a renvoyés à Sodeco. Ces derniers, les employés qui étaient là, gagnaient théoriquement plus, même au début, ils étaient contents. Mais la conséquence, c'est que les laisser-aller que vous avez au niveau de la Sonapra, vous ne pouvez pas avoir ça, vous ne pouvez plus. Donc les gens sont à 1 million, d'accord? Mais ils n'ont plus d'à côté. Ils sont obligés de travailler. Mais de l'autre côté, le travail pour lequel ils sont payés, quand on transforme ça en commission,
Et quand on met une commission sur place, il y a des jetons de présence qu'on donne aux gens, même si les gens ne sont pas réellement présents. Oh, ils peuvent venir au boulot à 10h et rentrer quand ils veulent. Ça, on connaît ça. On ne me demandait pas de preuves. Donc, c'est une situation réelle. Mais aujourd'hui, ça va être difficile pour un DC de disposer encore de 4 véhicules de fonction, d'aller dans un restaurant, laisser le véhicule en marche, dehors, climatisation allumée, et de venir 45 minutes après, et le véhicule c'est toujours en marche. Ça va être compliqué parce que désormais, c'est lui-même qui mettra l'essence dans la voiture. Et ça, c'est une très bonne décision. Mais l'autre chose, on dit oui, il y a des ministres qu'on paye à des salaires. Voilà. Je dis, quand vous voulez payer quelqu'un, vous payez la personne sur la base de ce que vous attendez de lui. Et la personne sur la base de ce qu'il est, de son expertise. Mais monsieur Gouvernement, si quelqu'un veut vous recruter aujourd'hui en tant que journaliste, il va dire oui, c'est parce qu'au Bénin, il y a des journalistes qui gagnent 100 000, donc moi je vais vous payer 100 000. Non. Il vous prend en tant qu'expert. Et il paye ça pour ça et il vous dit, voici ce que je veux de vous. Il ne paye pas parce qu'il voit la famille, les gens dans la famille, vous êtes le seul intellectuel. C'est pas ça. C'est un raisonnement qui n'a pas de sens, à mon avis. Vous avez un expert devant vous, quelqu'un devant vous. Si vous voulez sa compétence, vous payez le coût. Vous n'allez pas dire que bon, les gens ne mangent pas bien ici, donc ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Et la seule personne qui peut décider, en tout cas pendant 2 ou 3, 4 ans encore, 3 ans ou plus, au moins, c'est encore celui que nous avons élu. Et s'il fait mal, il va répondre. En 2019, donc, moi, je pense que l'essentiel de ce qu'il entend faire pour l'année à venir, il l'a exprimé le 22 décembre dernier, le 22 décembre 2017, devant la représentation nationale à travers son discours de la nation. On ne voit pas trop les signes. Je disais tout à l'heure que 2019, on aura les élections législatives. On est en 2018, c'est-à-dire la transition, la guerre de positionnement et tout ça dans les couloirs. Est-ce que dans cet environnement, ce gouvernement-là pourra asseoir vraiment sa politique de développement dans cet environnement hautement politique? Est-ce qu'il y a des signaux vraiment favorables pour cette année? Il y a des signaux, il y a des choses qui sont en train d'être mises en place. Et peut-être d'ici encore un mois, vous verrez, c'est une équipe sérieuse. Hein. C'est une équipe sérieuse. En dehors de tout ce que les gens racontent, et puis on comprend, vous avez parlé de l'approche des élections et tout, même sans l'approche des élections, j'ai dit tantôt qu'il y a des gens qui continuent toujours dans la fièvre électoraliste, qui n'ont pas consommé leur échec, et puis bon, c'est leur droit. Mais il y a des choses qui se font. Et des projets sur les routes, le contournement de Cotonou. Le contournement, ça, c'est à l'étape de projet. Oui. Il y a encore aucun signe sur le terrain. Non, c'est des dossiers pour lesquels... On a parlé je crois, la création d'une ville, je crois, numérique à Sémécra. Ça également, bon, les populations veulent voir les choses. Oui, c'est pas des choses... Elles veulent voir du concret. C'est pas des choses qui se font une fois qu'on les dit. Il faut toute une préparation en amont. Et d'abord, il faut une préparation pour arriver là. Et ces préparations-là sont à un certain niveau qui me permet à moi de dire que bon, les gens verront. Ce n'est pas des incantations. Il y aura des choses qui se feront et les gens seront surpris. Beaucoup seront surpris de voir finalement que mais on ne savait pas que ces gens étaient si méticuleux, qui travaillaient comme ça. Il est vrai qu'il n'y a pas assez de propagande. Ici, on nous a habitués, rien que pour les routes, là, on va faire pose de pierre 10 fois. On nous a habitués à ça. Ceux-ci, maintenant, c'est quand ils sont prêts, véritablement, de commencer le travail qu'il faut. Mais avant, quand même on a conçu le projet, on va faire pose de pierre. Quand on ouvre l'appel d'offres, on va faire pose de pierre. Quand finalement il y a adjudication, on finit, on va faire pose de pierre. Et puis, quand on finit de faire cela, on invite les partenaires, les gens viennent faire discours et on dit que, bon, on a déjà une partie du financement, il reste l'autre partie. Quand on a reçu l'autre partie maintenant, et c'est le jour où on veut travailler, on va encore faire pause. Ceux-ci là, ils ont dit, c'est du cinéma, tout ça là. On attend. Et c'est ça qui fait que vous pensez que ce que les gens ont promis, qu'ils ne le feront pas. Il y a des équipes qui travaillent. C'est pas moi qui pensais. Moi, je sais que vous, que certaines personnes posez la préoccupation, les préoccupations des populations. Non, ça va se réaliser. Maintenant, 2019, effectivement, nous sommes dans une situation où le chef de l'État qui est là
a voulu d'une réforme du système partisan. Et aujourd'hui, il est vrai que la révision constitutionnelle n'a pas abouti. Mais qu'à cela ne tienne, on peut toujours faire, si les hommes politiques sont vraiment sérieux, on peut toujours mener la réforme du système partisan sans même forcément faire la révision. Si les gens s'entendent et que c'est l'amour du pays qui les réunit, ils peuvent se mettre ensemble et réduire le nombre de partis, tout ça là. Ils peuvent se mettre ensemble volontairement, aucune loi n'interdit cela. Maintenant, il peut y avoir des frictions un peu à ce niveau-là. Il peut y avoir des frictions que, bon, au niveau des positionnements de liste, tout ça là. Ce n'est pas seulement pour ce gouvernement, hein, ça a toujours été des moments difficiles pour les gouvernements, puisque, bon, il y a ceux qui sont proches et tout, qui souhaiteraient, qui ont des envies politiques, qui ont des ambitions politiques. Si on ne les positionne pas bien, ça peut susciter quelques colères. Mais je crois que ce que je perçois là, il y a un engagement formel. Il y a un engagement formel qui se dessine pour ceux qui constituent une certaine bloc là aujourd'hui, pour appuyer le chef de l'État et qui ont compris qu'il est de bonne foi et qu'il veut du bien pour ce pays. Je crois que ceux-là vont trouver les moyens pour se mettre ensemble pour que nous connaissions des échéances électorales. Tout n'est pas rose. Sur quel levier le gouvernement doit travailler pour la réussite de son mandat unique en griffe? Alors, parce que tout n'est pas rose, vous le savez très bien. Oui, bien sûr. Et le sens de nos propos, on se complète. Manifestement, ce n'est pas de dire que tout est rose et que... Qu'est-ce qu'il faut changer véritablement le peuple porte en triomphe à la fin de son mandat? C'est de travailler, hein, c'est de poser des actes concrets. C'est-à-dire que s'il annonce quelque chose, avant que de venir nous annoncer quelque chose publiquement, il faut que nous ayons... Il faut qu'il ait l'assurance que ça va se faire. Et le rythme du développement, hein, des actions, la célérité des actions à mener dépend en fait des populations, des forces vives. Parce que si vous vous comportez comme ça se passe actuellement à Glodjibwe, ben, vous allez retarder inutilement les projets. Parce que si le gouvernement avait annonce, d'accord, et veut appliquer les tests de la République et des populations, même quelqu'un qui a été élu, quand vous êtes élu, CA par exemple, vous êtes là, vous n'êtes pas là pour contredire l'action du pouvoir central. C'est de servir de complément, c'est de permettre à l'État d'exécuter sa décision prise au sommet. Et c'est vous maintenant qui organisez encore une rébellion sur le terrain. Et heureusement que nous avons ce procureur, je le salue ici sur votre plateau, heureusement que nous avons ce procureur de Calavi qui a pris ses responsabilités. Ça ne fait pas sérieux. Un endroit déclaré zone d'étude depuis près des années. Vous vendez la parcelle, on veut mettre en application. On a longuement discuté des actions comme ça, je vous dis. Mais justement, quand des cadres de l'administration ont induit les populations en erreur, ces cadres-là, est-ce qu'on les a identifiés, on les a punis? Ces cadres-là, c'est qui? Les populations, non mais on en a. Les populations qui ont acheté des parcelles, qui ont détenu des parcelles, et qui ont fait des papiers de ces parcelles-là dans nos mairies. Dans nos mairies où se trouvent des cadres de l'administration et qui ont validé et qui ont perçu également de l'argent de ces populations, qui n'ont pas orienté ces populations pour leur dire attention, ces parcelles que vous achetez, que vous voulez acheter, c'est des domaines qui appartiennent à l'État. Ça n'a pas été fait, justement. En fait, à aucun moment, ces personnes ne se sont pas senties inquiétées. Oui, en fait, vous apportez de l'eau à mon moulin. Parce que quand les gens... Oui, bien sûr. Pas du tout. Bien sûr, je vais vous démontrer comment. Vous savez qu'aujourd'hui, toute la critique aujourd'hui, on dit que c'est M. Talon qui ne fait rien. Tout à fait. Que c'est son équipe qui ne fait rien. D'accord? Mais qu'est-ce que vous voulez? On se rend compte que les mêmes personnes qui doivent contribuer à ce que nous ayons le développement dans le pays, ils posent des actes anti-développement. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que M. Talon peut faire? Lorsque un CA, par exemple, des gens dans une mairie décident de violer la loi, qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent? Vous allez tout le monde en prison? Dans un état de droit, ceux-là qui ont violé la loi, on doit pouvoir les identifier, d'accord, et les punir. Qui vous dit qu'il n'y a pas des actions en cours dans ce sens? J'en ai pas connaissance. C'est pas parce que vous n'avez pas vu que cela n'existe pas. Pour le moment. Mais il faut dire, ma conclusion sur ce sujet-là, c'est quoi? C'est que le développement de ce pays, il ne faut pas penser que c'est en contredisant, en injuriant tous les jours M. Talon que nous allons réussir. Tout le monde a sa part à jouer. Et si nous ne travaillons pas et nous pensons que c'est un hypothétique monsieur qui va venir développer le pays,
c'est une erreur grave. On va conclure, avec vous en 30 secondes. En 30 secondes, je réponds à vous parler de ceux qui ont acheté, à qui on a signé des trucs, tout ça là, et ceux qui ont signé et qui ont violé la loi. Pourquoi est-ce qu'on ne va pas les chercher? Ça peut se faire seulement si vous avez une convention et que vous allez au tribunal, vous portez plainte, alors on peut remonter et aller chercher le chef de village qui vous a signé le certificat de non-litige et le maire ou bien le CA qui a signé tout ça là, tous ceux-là seront interpellés et ils vont répondre pour dire mais pourquoi est-ce qu'en 2006 la zone a été déclarée d'utilité publique et vous êtes là, vous avez signé tout ça là. C'est comme ça se fait. Ça ne fait pas qu'on va à la télé et on dit voilà, bon, tous ceux qui ont signé, on est en train de les poursuivre, de les pourchasser. Non. Donc, tous ceux qui ont un domaine là-bas, qu'aujourd'hui l'État est en train de dire non, vous ne pouvez pas rester là, alors que depuis 2006, c'est déclaré d'utilité publique, tous ceux-là qui ont des papiers bien signés et tout là, ils n'ont qu'à aller au tribunal et le tribunal va s'occuper de tous ceux qui sont impliqués dans ça. Pour l'émission, vous avez... Je nous invite au travail. On n'a pas le choix. On n'a pas le choix, il faut travailler. Hein, il faut travailler, il faut faire du bon travail, un bon boulot, c'est tout. L'instant débat. Monsieur Talon ne va pas rentrer dans le travail. 2018 sera-t-elle vraiment l'année des grandes réalisations? Quels signaux favorables? C'était le thème donc de ces débats a fait croiser sur la télévision Diaspora FM. Communiqué de la cellule de communication de l'honorable Claudine Afiavi Prudencio relatif à l'usurpation d'identité dont elle fait l'objet. Il nous revient avec insistance, preuves et témoignages à l'appui que des individus mal intentionnés se font passer pour l'honorable Claudine Afiavi Prudencio et se livrent à des actes d'escroquerie sous son identité. L'honorable Claudine Afiavi Prudencio n'est pourtant mêlée ni de près ni de loin à ces pratiques répréhensibles dont seuls les auteurs connaissent les tenants et les aboutissants. Elle invite les uns et les autres à redoubler de vigilance pour ne pas tomber dans les pièges de ces vils individus sans foi ni loi qui répondront de leurs actes devant les juridictions compétentes. Fait à Cotonou le 14 janvier 2018 pour l'honorable Claudine Afiavi Prudencio, sa cellule de communication a signé ce communiqué. Ye wonto e kafuna dokiobe mule hose me fifia munye gbe olo munye vifa munye le hose menene olo nyatebe e ku togbe ku nyaga le hose me wa ma bi onya de ka so game ke le hose me ba se le gbe ya amenene e to jiu e yo tronsu hose to ni hose to. Suivez le prophète Cherné Totimé de la chapelle constitutionnelle du Christ CCC dans l'émission I Believe in Miracles. Je crois au miracle. Te conduire dans la volonté de Dieu. Dans le plan de Dieu pour ta vie. Tous les dimanches à 18h et les jeudis à 16h sur Eden TV. Le service commercial de Diaspora FM et Eden TV au 62 79 32 32. Eden TV, Diaspora FM, le bonheur d'être à vous. Voilà, on va parler un peu anglais. Rita Jetini, j'espère que je prononce très bien. Savez-vous ce que c'est le reciblage. On va aborder ce sujet dans la rubrique Geek qui nous permet de comprendre un peu l'évolution des technologies de l'information et de la communication à l'heure bien entendu du numérique. Qu'est-ce qu'un reciblage publicitaire sur Internet? Comment bloquer ces publicités qui vous suivent partout sur Internet?
Modeste Rondekoji va essayer de nous apporter quelques astuces, quelques éléments de réponse. Modeste, bonjour. Bonjour, tranquille, bonjour, madame, monsieur. Avec vous sur ce plateau, Mori Agua qui revient pour la deuxième fois pour nous présenter la rubrique Pousser la chansonnette. Bon, installez-vous confortablement, il n'y a pas de souci. Avec plaisir. Je vous reviens dans 5 minutes. D'accord. C'est pas trop, j'espère. Non, c'est Alors, Modeste Rondekoji, Rita Jetin. Ciblage publicitaire, comment bloquer une publicité qui vous suit partout sur Internet avec Google? Tout à fait. Rita, comme vous le dites, le reciblage publicitaire en français, déjà, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que nous appelons le reciblage publicitaire sur Internet? Vous savez, tout le monde a eu à être victime une fois de ça sur Internet, sans s'en rendre compte peut-être. Je ne sais pas si vous êtes arrivé une fois d'aller sur des sites e-commerce et visiter ou bien voir quelques articles. Supposons par exemple une chemise vous plaît, un habit par exemple, et vous avez visité, vous avez vu des prix, vous avez cliqué là-dessus. Après, vous allez voir vos navigations qui vont suivre. Après avoir visité ce site d'e-commerce, vous allez voir que ces mêmes habits que vous avez eu à surfer sur Internet, vous allez voir ces habits sur des angles de publicité sur Internet, dans les encadrés réservés aux publicités sur Google. Et ça, parfois, ça gêne l'expérience utilisateur. Par exemple, vous êtes allé sur un site e-commerce et après, vous êtes allé sur un site d'information et vous voulez des informations. Mais en lieu place des informations, vous avez des publicités et des publicités qui sont concentrées uniquement sur des articles que vous avez eu à visiter sur des sites e-commerce. Par exemple, vous avez déjà acheté même l'article et ce sont ces mêmes articles qu'on vous propose à longueur de journée sur plusieurs jours, voire des mois. Donc, c'est cela que Google a pensé, comment faire pour réduire, pour donner la possibilité à l'utilisateur de dire oui, je souhaite continuer à voir ces publicités ou bien non, je ne veux plus voir ces publicités. Donc, c'est de ça que nous allons parler. Donc, comme je le disais, le reciblage publicitaire, c'est une technique qui permet aux annonceurs de vous proposer une certaine catégorie d'articles en se basant sur vos centres d'intérêt. C'est-à-dire, vous êtes passionné, par exemple, des vestes ou bien des chaussures en cuir. Sur Internet, Google va utiliser vos centres d'intérêt, ces centres d'intérêt, pour vous proposer des publicités. Et maintenant, vous avez, avec cette nouvelle fonctionnalité, la possibilité de cacher ça, de masquer, de dire non, je ne souhaite plus recevoir ce genre de publicité. Donc, nous allons voir tout de suite à l'écran comment nous pouvons dire non à ces publicités. Là, nous voyons 4 cadrans. Voilà, 4 cadrans et nous allons partir de chaque cadran, vous allez voir. Le premier déjà, c'est là où vous avez l'image, une belle vue sur piscine, voilà. Et là, vous avez cette publicité par exemple. Or, vous en avez déjà marre de cette publicité, vous suffit juste... Je vous rappelle que la vie c'est les moyens, vous avez une très belle piscine. Vous nagez dans cette piscine, je pense qu'il faut... Peut-être que ça vous embête dans votre... Parce que c'est à l'intérieur d'un article là, vous voyez. Donc, il vous suffit juste de cliquer sur la croix à l'extrême droite en haut. Donc, il vous suffit juste de cliquer sur la croix et vous verrez, nous passons au deuxième écran, c'est-à-dire ce qui est à côté. L'image disparaît. L'image disparaît et vous allez voir des options. Soit vous optez pour Stop Seeing this ad, c'est-à-dire arrêter de voir cette publicité, par exemple, et vous cliquez là-dessus, ça va vous demander le pourquoi, les raisons qui vous ont poussé à choisir ne plus voir ces publicités. Et à vous de dire, ce n'est pas intéressant, not interesting, ou bien je souhaite ne plus voir ça parce que je l'avais déjà vu à plusieurs reprises, par exemple, ou bien vous choisissez que c'est inapproprié. Par exemple, vous êtes en train de lire un article et ça se retrouve à l'intérieur de l'article. Or, ça n'a pas du tout rapport avec l'article que vous êtes en train de lire. Donc, vous pouvez choisir inapproprié. Et là, vous allez voir le dernier écran qui vous dit « Ad closed by Google ». C'est-à-dire cette publicité est fermée par Google. Voilà. Et là, nous allons vous rappeler que dès que vous faites comme ça, c'est valable pour 90 jours. Parce qu'en général, les annonceurs ne ciblent pas un individu plus de 3 mois. Avec la même publicité. Donc, si vous faites ça, vous n'allez plus voir des publicités du genre, c'est-à-dire des publicités qui ont
à l'intérieur de leur visuel des piscines ou bien hôtels, ainsi de suite, tout ça. Donc, sur 90 jours, vous n'allez plus voir ça. Maintenant, comment avoir accès à ce tableau de bord? Parce qu'il ne suffit pas seulement d'aller sur Google et avoir accès à ça. Il vous suffit d'abord de vous connecter à votre compte Gmail, parce que vous avez un compte Gmail lié à vos services Google. Vous vous connectez à ça. Et puis, vous allez lancer une adresse que nous allons afficher à l'écran tout à l'heure. Dès que vous lancez l'adresse là, vous verrez maintenant cette liste de centres d'intérêt. Vous allez voir activités en plein air, alimentation et boissons, art et divertissement. Donc, à vous maintenant d'autoriser ces centres d'intérêt là. C'est-à-dire vous allez choisir des éléments dans la liste là qui vous intéressent. Ce qui vous intéresse dans cette liste. Et dès que vous choisissez ces éléments qui vous intéressent, c'est seulement sur ces centres d'intérêt que Google va se baser pour vous proposer des publicités. Maintenant, si par la suite vous ne souhaitez plus voir un certain nombre de publicités concernant par exemple art et divertissement, vous allez procéder par la première procédure que nous vous avons montrée. Donc l'adresse c'est la suivante, ce que vous allez voir à l'écran, et vous suffit juste après s'être connecté à votre compte Google, donc il vous suffit d'ouvrir une nouvelle fenêtre et d'écrire l'adresse là, adds-sitin.google.com, et vous avez accès au tableau de bord qui vous permet de choisir vos centres d'intérêt et d'autoriser telle publicité ou tel. Voilà. Merci beaucoup. Mori Agua note déjà l'adresse de site. Tout à fait. Qui vous permet de bloquer automatiquement ces publicités qui vous suivent partout sur Internet. Voilà. À part ça, il y a d'autres choses à connaître par rapport à la thématique du jour. Non, c'est ce que nous souhaitons partager avec les amis téléspectateurs. Merci à vous. On vous retrouve lundi prochain pour un autre point de l'actualité numérique. Tout à fait. C'est bien cela. Oui. Mori Agua. Oui, tranquille. Oui, j'ai bien noté. Il s'agit de quel site? Il s'agit de AD-Sitting. ADS, oui. ADS, Sitting, ok, d'accord, .go.com. Voilà. Vous avez encore l'occasion de vous rattraper. Hein. La réalisation vient d'afficher encore l'adresse. Alors, on reçoit qui dans la rubrique pour la chansonnette? Oui, tranquille à 4 Belonté. Aujourd'hui, c'est vendredi. On fait la compilation, le rétro de tous ceux qu'on a reçus au cours de cette semaine. Je rappelle que le lundi, nous avons reçu M. Youssouf Lawal, directeur d'entreprise, celui-là que vous connaissez bien, vous l'avez connu. Et mardi, nous avons reçu Martial Dansou, il est collègue à Sabencho Daton, donc réalisateur, mais aussi consultant en audiovisuel. Le mercredi, nous avons reçu Ernest Ouaguidi, qui a poussé la chansonnette. Il est président ONG Bénin Santé, Nature et Survie des consommateurs. Le jeudi, c'était DA à Zondécon. Et donc, cette semaine-là, on voit bien que mercredi et jeudi, ce sont nos parents de là-bas, des collègues là-bas, qui ont poussé la chansonnette. Et pas coïncidence, sur la chanson du roi à Locmont, du dauphin à Locmont. Voilà le rétro, ce que ça va donner dans un court instant. Et nous voudrions inviter les téléspectateurs et les auditeurs à suivre avec plaisir. Amonunde unwaye to votun edomile votun logade o ajewe nenu medevo wena launa we ohwe mana mondona nuwe dojijo do we nenu we mi fliya zando kone boya uyin wana mide bojo wegle finfindo kwekre manjuro tukrao to votun edomile votun ogaladin amonunde hundu amonunde unwaye to votun edomile votun logade o ajewe nenu medevo wena launa we ohwe mana mondona nuwe dojijo do we nenu we mi fliya zando kone boya uyin wana mide bojo wegle finfindo kwekre manjuro tukrao to votun edomile votun ogaladin. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi, il n'y a que toi, il n'y a que toi, Jésus, il n'y a que toi dans mes problèmes, il n'y a que toi,
Jésus, il n'y a que toi, il n'y a que toi, il n'y a que toi. Jésus, il n'y a que toi. Ero jeli jeli nuwe akuru kan wo mito. Oluwa de gbe mi na khabo to gbe nu se okoto. Akuru che sin gbe no che Maria sin gbe. O mi ri do gbe nu aja lorun mi do gbe nu ko to po mi lo. O jeli jeli nuwe akuru. Ero jeli jeli nuwe akuru kan wo mito. Oluwa de gbe mi na khabo to gbe nu se okoto. Heyon mawa ndu beme de wenvi heyan sanche na opo so ni kuna humini azon mando tagbanu mi din aloko ejalo halin hande o ni o mawa nu helo o alopun gumba inde suo yande infali ha odo jija ya eno infali ha odo jija ya intoyon din mawa ndu beme de wen sanche na opo so ni kuna humini asomando tagbanu mi din aloko ejalo halin hande o. Pousser la chansonnette sur Eden TV et Diaspora FM, c'est génial. Yes! Voilà la compilation de tous ceux qui ont accepté Pousser la chansonnette cette semaine. Oui, c'est ça. Oui, je pensais à ce que disait Ahmed. Il disait quoi? J'ai rien dit, moi. Il a dit que pourquoi tous ceux qui mangent de lion pilé ont des pommettes. Bonjour Ahmed Arekpa. Bonjour à vous, tranquille. Vous avez fait un bon constat. Parce que il faut bien le dévisager. Il a bien les pommettes. Bien regarder. Ça, c'est les effets de la goutte. J'espère que le réalisateur ne mettra pas la caméra sur moi. Ah, mais si. Un bon zoom. C'est fait déjà. En plus. Merci à vous, Maury. C'est moi, tranquille. Bon début de week-end. Merci, je vous attendrai sur votre porte. Il me reçoit pour le week-end. Affaire à suivre. Ahmed Arekpa, nous recevons qui aujourd'hui? Oui, tranquille à Kagbelotin, dans la sélection d'Eden de ce jour, nous avons sélectionné pour vous, puisque nous sommes vendredi et qu'on fait donc dans du rétro, on va dire ainsi. On a sélectionné pour vous cette vidéo à nous proposer par un grand monsieur de la musique béninoise et son fils d'ailleurs qui est chanteur aussi, hein, qui est artiste, chanteur, le fils qui nous a proposé il y a quelques années en arrière le titre Ma bonne est bonne. Ça vous parle forcément. Daldi, je veux dire. Je parlais en fait du père, donc à Daldi, justement, Bloki d'Almeida, qui nous a proposé il y a de cela un peu plus d'une dizaine d'années ce titre-là, bien plus d'une dizaine d'années, une vingtaine d'années carrément. Ce titre-là, Lonlon Yen. Ça parle d'amour en fait et c'est du slow, c'est un vrai régal tout simplement. J'étais encore sur le net tout à l'heure, je voyais la vidéo sur un site en fait avec les commentaires des uns et des autres franchement, et ces commentaires venaient d'internautes de plusieurs nationalités. C'est le même titre qui a été repris par justement l'année dernière par Amon. Mais qu'attend-il pour faire le clip? Parce que c'est quand même une très belle reprise. On attend donc que ce clip soit réalisé. En tout cas, on vous propose la version, on va dire, originale de cette chanson-là avec Bloki d'Almeida dans la sélection d'Eden ce matin sur Matin d'Eden. Les montagnes à béton, et tiens avion, misa cinéma ou, doit des cacoués, là où les migrants, la yaman. Maoué mon abéton. Et nous qui au lava et nous en Amérique et nous qui la vanille sogodo et
Yentia novio mi bachijio do inuki maumlono wa boyo lava. I love you, patamu sokbio. Vois neo bodotua. Oh no, et donwenweo. Mahuye domi amito meto. Sojogbe se vovo domiano. Jogbe nyueko, jogbe fueo. Weye le clo. Mi agbe todo, fique a medio le conulia, a medi ole fanfi. Fique a medio le culia, ole ji vive nemi. A medio itochia, o veli que su gangan. D'Almeida, d'Almeida, une chanson qui date de plus c'est plus d'une vingtaine d'années. Avec, il n'y avait pas les ordinateurs, il n'y avait pas le numérique. Il y en avait, mais c'était pas encore sous la forme qu'on connaît en tout cas. C'était des dactylos qu'on avait. Des dactylos, justement. Pas d'ordinateur à l'époque. Et une réalisation de l'ERTB, vous avez pu le remarquer donc à travers ces images de la très belle chanson. J'espère que cela aura appelé beaucoup de souvenirs à ceux qui ont pu nous suivre ce jour. Alors, en inter, pour finir. Je ne sais pas si l'affiche vous a été amenée entre-temps. Oui, bon, je l'ai eu. Vous l'avez eu. Je l'ai caché. D'accord. Donc, en inter, on ira en Côte d'Ivoire pour retrouver ce groupe-là. Ils font du Zouglou et c'est la vidéo aussi qui date de plusieurs années, franchement. D'accord. Les garagistes, en fait. Ah ouais, chanson culte aussi. Merci. Que je propose aussi sur Merci à vous. La Haute de Presse internationale pour accueillir Jdeka Polika Badjinou. Pour le sport. Voici l'actualité internationale. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans la revue Inter sur Eden Télévision. Ensemble, nous allons cliquer sur les différentes plateformes pour nous informer à l'échelle internationale. Nous démarrons par la plateforme de Radio France Internationale qui nous informe ce matin que Dakar accueille le partenariat mondial pour l'éducation en présence de Macron. Aujourd'hui à Dakar où se tient une grande conférence mondiale pour financer l'éducation. Le partenariat mondial pour l'éducation PME, 3e édition, est présidé par les chefs d'État Macky Sall et Emmanuel Macron qui effectuent d'ailleurs une visite officielle au Sénégal. 65 pays en développement bénéficient de ce fonds. L'objectif affiché à Dakar, lever 3 milliards de dollars. Dans la continuité des engagements annoncés à Ouagadougou en novembre, Emmanuel Macron cherche désormais à les appliquer sur le terrain. Pendant que Emmanuel Macron cherche à appliquer ses engagements sur le terrain, toujours au Sénégal, Afrique.com nous parle de cette visite de Macron au Sénégal en marche à Dakar. La visite du président français Emmanuel Macron au Sénégal coïncide avec une période de tension sociale. Outre les revendications du Front anti-CFA, le PDS, principal parti d'opposition
l'opposition appelle les populations à manifester leur colère contre le pouvoir. Autre information en Afrique, c'est la plateforme Africa News qui nous informe des intentions bellicides des séparatistes anglophones au Cameroun. 3 militaires camerounais et un civil ont été tués jeudi dans des incidents séparés dans le nord-ouest anglophone du Cameroun, où les séparatistes promettent de continuer la lutte après la neutralisation d'une large partie de leur état-major extradé du Nigeria vers Yaoundé. Une note sportive dans cette revue inter avant que nous l'allions de l'autre côté des continents européens et américains. Nous sommes au Rwanda et nous parlerons cyclisme avec la plateforme Jeune Afrique qui titre pour nous ce matin Cyclisme Rwanda. Nous avons le soutien de l'État et du public. C'est un Rwandais qui a remporté en janvier 2018 une des courses les plus fameuses du continent, la tropicale Amissa Bongo au Gabon. Un symbole pour ceux qui ont décidé de faire du cyclisme le sport national rwandais par excellence, autant qu'une vitrine à l'étranger, comme Aimable Banyengana, président de la Fédération rwandaise de cyclisme. Direction Europe avec la plateforme leséchos.fr qui nous informe que la Belgique se prépare à juger Salah Abdeslam. Une information qu'on peut lire sur cette plateforme. Le dernier survivant des commandos djihadistes ayant attaqué Paris en novembre 2015 comparaît à partir de lundi. La Belgique le juge pour sa participation à une fusillade peu avant son arrestation à Bruxelles en mars 2016. Dernière info dans cette revue inter, ça concerne ce fait insolite qui est arrivé aux États-Unis. Et nous pouvons lire cette information sur la plateforme www.20minutes.fr. Et nous pouvons lire ce titre: États-Unis, un père meurt enseveli après avoir creusé un tunnel dans le sable. Un Américain de 35 ans est mort quelques jours après avoir été enseveli dans du sable. Dimanche dernier, il creusait un tunnel sur une dune de la plage de Crescent Beach en Floride. Nous sommes aux États-Unis au moment du drame, rapporte le Miami Herald. L'accident s'est produit sous les yeux de sa famille. La victime était en vacances avec sa femme, ses 3 enfants, sa sœur et son beau-frère. Il avait entrepris de creuser cette cavité pour distraire ses enfants tandis que son épouse filmait la scène. Merci à toutes et à tous de votre aimable attention. Le plaisir sera le même de vous retrouver la semaine prochaine pour une nouvelle série des informations parues sur les différentes plateformes. Très bon week-end à chacun et à tous. Voilà, à l'instant, François Cano qui nous présentait la revue de presse internationale sans transition, l'actualité sportive. Avec notre sportif maison, Judika Polika Païdine. Bonjour. Bonjour tranquille et bonjour à tous. Voilà, Cannes, Coupe d'Afrique des Nations 2019, le Cameroun reste pays organisateur. Oui, tranquille, la prochaine édition donc, de cette Coupe d'Afrique des Nations devrait avoir lieu au Cameroun, du moins si l'on tient compte des propos tenus récemment et confié à la presse ce jeudi par un responsable de la CAF. Un rapport provisoire sur les capacités d'organisation du Cameroun a été présenté ce jeudi au comité exécutif de la CAF après une visite d'inspection effectuée par une commission donc, de cette instance. Et puis on précise que la commission a visité les installations sportives donc, du pays, notamment les stades et puis les terrains d'entraînement. Donc l'organisation de la CAN 2019 au Cameroun n'est pas pour le moment remise en cause. Et puis on ajoute que la CAN 2019 aura lieu du 7 juin au 7 juillet de l'année prochaine et seule une journée des éliminatoires a été pour le moment disputée. Le Bénin, le rappel, avait remporté son match face à la Gambie. C'était sur le score d'1-0. Foot européen, Coupe du Roi, le Barça qui remporte sa demi-finale aller. Oui, 1-0 score donc de cette rencontre qui opposait le Barça et puis Valence. Le Barça qui prend une option pour la qualification grâce à son duo Messi-Suarez, l'Uruguayen ayant inscrit
le but. Le Barça court après une 4e victoire de suite, mais il lui faut déjà valider sa qualification dans quelques jours. Affaire Chaperon, c'est bien cela. Chaperon, oui. L'arbitre a suspendu pour 6 mois, dont 3 mois avec sursis. Sanction finalement Palou donc pour cet arbitre, sanction que lui a infligé la commission de discipline de la LFP après une audition de près de 2 heures ce jeudi. Chaperon s'était illustré le 14 janvier dernier lors de la 20e journée de la Ligue 1 en taclant Diego Carlos, coupable de l'avoir percuté. Il lui a ensuite donné un carton rouge. Avait fait grand bruit. Chaperon, 45 ans, qui comptait arrêter sa carrière à la fin de la saison, pourra au plus tôt réarbitrer début mai prochain. Chaperon, lui, avait regretté son acte. Il a réaffirmé ce jeudi en audition. On écoute son avocat, Maître Samuel Chevrin. Monsieur Chaperon, lors de la commission de discipline, a confirmé la version qu'il a donnée depuis le début, à savoir qu'il avait eu un mauvais réflexe, qu'il le regrettait, qu'il avait présenté immédiatement ses excuses aux joueurs. Les débats se sont déroulés de manière sereine et respectueuse, qui contraste malheureusement avec l'emballement, voire le lynchage médiatique qui avait suivi le match en cause. Donc nous laissons la commission délibérer et nous n'effectuerons pas d'autres commentaires. Voilà, on continue l'actualité sportive. De dernière information du mercato, transfert un Néerlandais à Toronto. Nous sommes au Canada. Oui, bien sûr, son nom c'est Grégory Van der Wiel et ce Néerlandais donc rejoint la formation canadienne pour une durée de 2 ans. Le transfert a été officialisé ce jeudi par cette formation de MLS championnat donc nord-américain de football tranquille. Coupe Davis, début de compétition pour le pays tenant du titre. Et ce pays, c'est bien sûr la France qui a remporté la dernière édition de la Coupe Davis, alors qu'on voit encore les images donc, de ce succès français d'il y a quelques mois dans ce tournoi qui regroupe donc les sélections nationales de tennis. Et le premier adversaire donc, pour l'équipe de France, c'est l'équipe néerlandaise, les Pays-Bas. Et sur les coups, ce vendredi, Lucas Pouille et Richard Gasquet face aux Néerlandais, comme on le précisait. La France, on le rappelle, on ne le dira jamais assez, avait remporté l'édition dernière donc, de cette compétition. Merci à vous. Je dis qu'à Polycap, Heidi, vous restez avec nous pour suivre ce tube ivoirien. Nous sommes en arrière, 10 ans, 15 ans en arrière. Les garagistes, le titre, c'est Kouyou. Coubertin, dit SKB, la valeur sûre. Dans ces moments presque lions sont pas la faute de la mort, devient l'esclave de la gazelle. Et ton filet, je le souhaite à personne. Toi qui ça vient d'arriver, yako. Allez, couillou, namanio. Pensez à te mener côté, surtout pas sur la famille.
Nous sommes en Côte d'Ivoire, vous avez constaté, le clip n'est pas en HD, en haute résolution, mais c'est un tube qui continue de faire danser des mélomanes dans des clubs et boîtes de nuit en Afrique et en Europe, un peu partout. Merci à vous, soyez zen sur nos antennes, excellent vendredi de prière à nos amis musulmans du Bénin, de la sous-région et bon début de semaine, de week-end, pas de semaine, bon début de week-end à vous tous, à bientôt.